Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette première émission de mes causeries avec Pascal Cazotte. Pascal est un nouvel intervenant de la chaîne Miasme TV sur Tipeee. Et puis, pour ceux à qui son nom dit quelque chose, vous l'avez au moins croisé sur les pages de Top Secret Magazine. Voilà, il écrit très régulièrement. D'ailleurs, dans le dernier numéro, le numéro 90, il nous a fait un très bel article sur la découverte des Amériques par les Templiers, je crois. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Bonsoir Antoine. Eh bien écoute, je vais très bien. Et donc, je tiens à saluer tous ceux et toutes celles qui vont nous écouter. Je leur envoie mon salut fraternel. Alors Pascal, donc pour ce premier numéro, tu avais envie d'offrir un voyage alchimique à nos téléspectateurs en passant par un petit village, c'est du Lot, je crois, tu me confirmeras ça, qui s'appelle Cordes-sur-Ciel. Alors c'est un petit village que les gens du sud-ouest connaissent bien. Peut-être que si vous n'êtes pas de la région, vous en avez entendu parler, mais c'est juste un village qui est déjà magnifique de base. Alors, je dois d'abord faire une rectification parce que Corse-sur-Ciel, ce n'est pas dans le Lot, mais c'est dans le département du Tarn. Alors, c'est un petit village qui est magnifique, un village médiéval, qui est l'un des plus beaux villages de France et qui a d'ailleurs eu le titre de village préféré des Français. C'est pour dire comme ce village est digne d'intérêt et donc je vous invite effectivement à me suivre à la découverte de cette cité médiévale tout à fait exceptionnelle avec ses façades du XIVe qui présentent des sculptures de pierre sur leurs façades qui courent en frise, notamment. Et puis ça va nous entraîner bien loin, ça va nous entraîner à la découverte de l'alchimie, ça va nous entraîner aussi à la découverte des cathares, puisque c'est une cité cathare, Cordes-sur-Ciel. Alors, il faut savoir que Cordes-sur-Ciel, ça a été fondé en 1222 par Raymond VII. Alors, on est en pleine Reconquista à ce moment-là. Il y a la croisade des Albigeois. La croisade des Albigeois, donc, ce sont les croisés venus du nord qui ont voulu soumettre ce sud de la France sous prétexte, bien sûr, d'une croisade contre les hérétiques cathares. Les cathares dont on va reparler un peu plus loin. Et en fait, c'était une guerre de conquête. C'était tous ces barons du Nord qui venaient s'enrichir aux dépens du Sud, s'emparer de territoires, s'emparer des richesses et mettre dehors les chevaliers occitans pour prendre leur place, tout simplement. Et donc, on est en pleine reconquista en 1222, puisque la croisade contre les Albigeois a commencé en 1209, avec des actions qui ont été terribles. Ça a été notamment la cité de Béziers, dont la population a été entièrement massacrée. On se rappelle ce qu'a dit Arnaud Armaury, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, et ils ont massacré toute la population de Béziers, femmes, enfants, hommes, même les prêtres catholiques dans l'église de Béziers ont été massacrés. Après, ça a été la conquête de Carcassonne. On sait comment ils s'en sont emparés par traîtrise, avec le comte Trincavel qui a été capturé et après qui a été assassiné quelques mois plus tard dans sa geôle. Ça a été une épreuve terrible pour toute l'Occitanie, cette croisade contre les Albigeois. Mais là, en 1222, l'Occitanie reprend espoir parce que Raymond VII, qui est le fils de Raymond VI qui va décider aussi en 1222, Raymond VII, il a pris la tête de cette reconquête et il décide de bâtir une nouvelle cité, un endroit qui s'appelle Puech de Mordagne. C'est un puech, c'est une colline en occitan, et cette cité, elle a, on va dire, un double intérêt. D'abord, elle va servir d'avant-poste en cas d'une nouvelle invasion venue du nord. On peut dire que ça va être la clé de la Bijoie. D'ailleurs, cette cité qui sera fortifiée
Elle comprendra jusqu'à 5 enceintes fortifiées et ça sert également, cette cité, à héberger tous ces pauvres gens qui ont vu leur village brûler aux alentours par les croisés, qui se retrouvent sans domicile, et on va pouvoir les loger donc dans la cité cordaise qui va abriter bientôt jusqu'à 5000 âmes. Voilà une petite présentation rapide de Cordes-sur-Ciel dans un premier temps. Ok, donc effectivement, ah, c'était dans le Tarn, mais j'étais pas loin, mais je suis un petit peu nul en géographie, même si j'ai été quand même plusieurs fois sur Cordes. Alors, du coup, tu vas nous entraîner dans cette visite de Cordes sur la trace des alchimistes. Pourquoi est-ce que Cordes est importante pour, on va dire, cette confrérie-là? Alors, on va commencer la visite de Cordes par la porte des Ormeaux. On va passer par la porte des Ormeaux. Alors donc, on est en pleine reconquête et Raymond VII fait bâtir cette cité de Cordes en 1222. Il accorde bien sûr une charte à ses habitants pour qu'ils puissent s'installer avec toutes les libertés possibles et pour favoriser l'expansion de la ville, de la cité. Et bien sûr, cette cité va attirer en premier des Cathares, parce que les Cathares vont venir peupler cette cité. Elle ne sera pas peuplée que de Cathares, loin de là, mais il y aura des Cathares qui vont venir s'installer, notamment des tisserands qui viendront de Najac, pour donc s'installer dans les lieux. Et donc, tout le monde va vivre en bonne intelligence, aussi bien les catholiques que les cathares, dans cette cité qui sera en pleine expansion. Et malheureusement, 4 ans plus tard, en 1226, c'est déjà l'armée royale qui revient avec Humbert de Beaujeu, qui est le cousin de Louis VIII, et qui va mettre le siège devant Cordes, mais qui ne parviendra pas à s'en emparer, vu les fortifications de la cité. Et donc, il va se contenter, Humbert de Beaujeu, de dévaster les environs, de brûler les villages aux alentours, comme celui de Salles, par exemple. Donc, on a les Cathares qui s'installent à Cordes. Ce sont la plupart des tisserands. D'ailleurs, le terme de tisserand a été souvent synonyme de Cathares, parce que les Cathares, ils se servaient du métier à tisser pour symboliser également le fait qu'ils tissaient leur corps de lumière. C'est toute une image qui est liée à ça. Et en plus, ils exerçaient cette profession parce que, contrairement au clergé de l'époque, ils ne vivaient pas d'aumône, ils ne percevaient aucune dîme du peuple, etc. Eux, ils vivaient de leur travail, les cathares, et c'est pour ça qu'ils exerçaient un métier, et très souvent, c'était en tant que tisserand. Donc, nous sommes dans une cité cathare, il faut le préciser, qui sera aussi occupé par des alchimistes, et ça on va le voir dans la visite. Alors on va commencer par rentrer par la porte des Ormeaux. La porte des Ormeaux, c'est une porte fortifiée qui est tout à fait magnifique, imposante, et une légende veut que le Saint Graal lui était caché sous un pilier de cette porte. Bon, ce n'est qu'une légende, bien entendu. Et par contre, elle a comme caractéristique, cette porte, de présenter au-dessus de l'entrée une sorte de damier où s'alternent les pierres blanches et noires. Alors c'est un peu, ça nous rappelle un peu le symbole du yin et du yang d'ailleurs, hein, de ce bien et de ce mal, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les forces qui s'affrontent à Cordes, parce que Cordes c'est une cité aussi très particulière, en ce sens que c'est une cité qui est très chargée en énergie, notamment en énergie tellurique. Et on a l'impression qu'il y a des forces, des énergies qui sont bénéfiques, et d'autres qui sont au contraire pas bénéfiques du tout, puisqu'elles peuvent nuire à la santé.
On sait par exemple qu'il existe à Corps-Sorcière un quartier où les gens développent des cancers. Hein. Ça, c'était un ami Corday qui m'avait révélé cette histoire. Et par contre, moi, j'avais pu expérimenter, c'était à la sortie de la porte de la cave d'une maison du Moyen-Âge, et il y a une pierre qui se trouve dans l'encadrement de la porte, où il y a deux espèces de cupules, on peut placer les doigts, et on prend de l'énergie tellurique en direct là, de l'énergie qui fait du bien. Par contre, un sorcier a expliqué que si on a le malheur de toucher la pierre en dessous, elle va absorber cette pierre notre énergie vitale. Donc, on a ce rapport de force en permanence accorde entre des énergies qui sont bénéfiques, d'autres qui sont, sans parler d'être maléfiques, qui vont quand même être nuisibles à la santé. Alors donc, on a traversé, on est passé sous cette porte des Ormeaux, qui est vraiment magnifique, et on va commencer à monter la rue principale, qui est la rue Raymond VII. Et on va s'arrêter devant une première demeure qui s'appelle c'est la maison du Grand Écuyer. Il y avait un restaurant dans le temps, un restaurant qui était très connu. Et malheureusement, bon, ce restaurant a fermé, mais la façade, elle n'a pas bougé hein, depuis des siècles et des siècles. Alors, on va commencer par décrire un peu cette façade. Juste au sommet de la première corniche qu'on trouve au premier étage, se trouve la figuration d'un alchimiste. D'ailleurs, l'alchimiste sur cette maison est représenté à 4 reprises. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît l'alchimiste? On le reconnaît à son bonnet phrygien, le bonnet phrygien étant le bonnet des initiés. Et effectivement, le premier alchimiste que l'on voit sur cette corniche présente un bonnet phrygien. Il a une tête humaine, par contre, il a le reste du corps qui est le corps d'un chien, en fait. Donc, c'est un peu particulier. Et le chien, on le retrouve aussi à plusieurs reprises sur la maison du Grand Écuyer. C'est également aussi un symbole alchimique lorsqu'on parle du chien et de la chienne, du masculin et du féminin. On va expliquer ça plus en détail. Et donc, il faut que les auditeurs sachent que il existe 2 principes en alchimie qui sont primordiaux. Il y a un principe mâle et un principe femelle. Donc, le principe masculin, c'est le soufre philosophique. Alors, le soufre, c'est pas du tout le soufre tel qu'on peut l'imaginer. Et le soufre et le mercure, donc le soufre, lui, est masculin, et le mercure, qui, lui, est féminin. Et le soufre est symbolisé aussi par le soleil, et le mercure philosophique, lui, est symbolisé par la lune. Ce sont 2 principes opposés, et l'œuvre, on va dire, de l'alchimiste va consister d'abord à trouver sa matière prima. La matière prima, c'est la matière première qu'il va falloir travailler pour arriver à faire l'œuvre noire, l'œuvre blanc et pour finir l'œuvre rouge. Donc l'œuvre noire, ça consiste à dégager on va dire le soufre philosophique dans un premier temps, donc qu'on appelle aussi le roi. Et l'œuvre blanc, là, on va dégager après la reine. Donc là, c'est le mercure philosophique. Et dans l'œuvre rouge, là, c'est le plus compliqué à faire. Il va falloir réunir le roi et la reine, donc le principe masculin et le principe féminin, dans une union qui va permettre après d'aboutir à la fameuse pierre philosophale. Et il faut préciser que cette pierre philosophale, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui peut effectivement être mis au point. On a de grands alchimistes comme Nicolas Flamel, comme Fulcanelli, comme Siliani, etc., qui ont réussi à produire une pierre philosophale. Alors la pierre philosophale,
Bien sûr, on a toujours cette image que la pierre philosophale peut transformer le plomb en or, mais ça, en fait, ce n'est pas le but. C'est vrai, ça marche. Si on prend quelques grammes, quelques grains, plutôt de la poudre de projection de la pierre philosophale pour jeter ces quelques grains donc, dans du plomb en fusion, par exemple, on va le transformer en or. C'est effectivement authentique. Et c'est simplement pour les alchimistes un moyen de voir si la pierre philosophale a bien été mise au point, pour voir si ça fonctionne bien. Mais en fait, le but, c'est obtenir avec la pierre philosophale une connaissance universelle, la panacée universelle, et même, on peut le dire, une certaine immortalité. D'ailleurs, les véritables alchimistes, ils ont toujours organisé leur mort parce que, pourquoi? Parce qu'on ne les voyait pas vieillir à un moment donné et ils ne pouvaient pas rester comme ça parmi leurs voisins indéfiniment. Donc, ce fut notamment le cas de Nicolas Flamel qui avait organisé son décès. Et Fulcanelli, c'est pareil, il a disparu de façon mystérieuse. Voilà, donc ce sont les véritables alchimistes, hein, à ne pas confondre avec les souffleurs, par exemple, qui eux cherchaient simplement à transformer du plomb en or. Voilà. Par rapport à cette immortalité d'ailleurs des alchimistes, pour toi c'est vraiment quelque chose de réel ou c'est juste un mythe qui existe autour de tout ça? Oui, donc pour moi, l'immortalité à laquelle parvenaient les alchimistes, ce n'est pas une œuvre d'imagination, c'est effectivement une réalité. Je pense que réellement, les véritables alchimistes, hein, j'entends bien, alors les véritables alchimistes, il n'y en a pas eu beaucoup. On estime que seulement un ou deux alchimistes sont parvenus à obtenir la pierre philosophale tous les 300 ou 400 ans. Donc c'est vraiment très très rare les véritables alchimistes qui sont parvenus au bout de leur quête. Mais lorsqu'ils parvenaient justement à réaliser le grand œuvre, à ce moment-là, on disait qu'ils devenaient le petit roi de l'œuvre, hein, ils étaient couronnés. D'ailleurs, on pourrait parler aussi de cette tradition de la galette des rois qui, en fait, est une histoire tout à fait alchimique, mais ça, je peux en parler plus en détail plus tard. De toute façon, l'alchimiste qui parvenait effectivement à accomplir le grand œuvre, qui avait entre les mains la pierre philosophale, on sait qu'elle était d'une couleur rouge-brun, cette pierre philosophale, grâce à cette pierre, il accédait effectivement à l'immortalité. Et ça posait un problème parce qu'il ne pouvait pas, devant le reste du monde, continuer à vivre comme si de rien n'était. Donc il fallait qu'il organise son décès. C'était le cas de Nicolas Flamel qui avait tout prévu, tout planifié. Et après sa mort, sa servante avait d'ailleurs remarqué qu'il était apparu dans une maison voisine. Enfin, c'est ce qui lui avait semblé. Et Fulcanelli, c'est pareil. Il faut qu'il change après d'identité, il faut qu'il se dissimule aux yeux du monde pour pouvoir continuer à vivre comme si de rien n'était. Mais en fait, ce sont des êtres à part après, puisqu'ils ils ont touché du doigt, on peut dire, en quelque sorte, hein, et ils ont la panacée universelle, donc ils ne connaissent plus la maladie. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on imagine le pouvoir que donne cette pierre philosophale, on se dit qu'il ne faudrait surtout pas qu'une telle pierre tombe entre de mauvaises mains. Mais ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver parce que l'alchimiste qui va parvenir à accomplir le grand œuvre, en fait, il va bénéficier d'un coup de main du ciel, carrément, puisque pour mettre au point la pierre philosophale, ça peut prendre une vie entière, ça il faut le savoir, hein. Si on utilise la voie humide, donc ça va prendre pratiquement une vie entière. Et à la fin, pour parvenir au but de sa quête, l'alchimiste va bénéficier. Alors, Siliani avait parlé, lui, d'un songe qui lui était venu. On lui avait montré comment accomplir la dernière étape. C'était sous l'aspect d'une muse qui sortait d'un chêne, qui lui avait montré comment faire. Donc,
c'est un don divin qui est fait à la dernière minute, pratiquement, à l'alchimiste, qui a mérité d'accéder donc à cette immortalité, à cette panacée universelle, à obtenir la pierre. Donc rien ne peut se faire en fait sans l'aval de Dieu quelque part. C'est un don divin qui fait à celui qui est sur le point de parvenir au but, mais il faut qu'il lui-même soit un être exceptionnel, il faut qu'il ait mérité, donc il faut qu'il ait une pureté d'âme. Donc ça ne peut pas tomber entre de mauvaises mains, ça on le sait. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose. Voilà pour le début de cette balade alchimique en compagnie de Pascal Cazotte. Si vous souhaitez retrouver la suite, je vous invite à nous rejoindre sur la page Tipeee de Miasme TV. Et vous aurez d'ailleurs accès à l'intégralité de l'émission de Pascal Cazotte, ainsi que les autres émissions réservées à Tipeee, celle de Magali Cazotte sur les vampires et les 2 premiers numéros de Et si on parlait vraiment d'ufologie. Je vous remercie pour votre fidélité et puis à très bientôt.